Est-ce que vous êtes sérieux? Si vous arrivez derrière. C'est impressionnant, hein. J'ai l'impression. On a peur. Moi, j'ai plus peur que dans un séminaire. En gros, ce que dit le texte, j'imagine que vous le connaissez, vous l'entendez tout le temps, c'est qu'il faut absolument lancer une initiative. Ça ne peut pas rester comme ça. Il faut refaire un parti d'extrême gauche. Mais on n'a pas envie de se retrouver avec des trotskistes prenant la place rendue libre par les staliniens. Parce que les trotskistes étaient super quand ils s'opposaient aux staliniens. Mais étant donné que les staliniens ont disparu, évidemment c'est structural, parce que là on n'a pas envie qu'ils réoccupent la même place. Donc on en dit quelque chose de nouveau. Je dis on, c'est moi, hein, parce que je parle trop. J'ai envie de quelque chose de nouveau. Et qui soit, disons, comme orientation principale, et je pense que c'est un peu vers ça que s'oriente le NPA, ou en tout cas s'oriente Besancenot, vers une nouvelle synthèse de marxisme et de pensée libertaire, en gros. Mais on n'a pas envie de se retrouver. Moi, j'ai passé ma jeunesse, j'ai jamais été au PC, ça fait parler des choses auxquelles j'ai eu la chance d'échapper. Mais ma mère était au PC, j'allais aux réunions de reprise de cartes, beaucoup de mes copains étaient au PC, on n'a pas envie de rejouer ça, quoi. Voilà. Mais on n'a pas envie de rester dans la situation actuelle. À mon avis, c'est ça que voulait dire le texte, avec comme inquiétude, est-ce que l'arrivée de nouveaux militants pas formés, pas assez formés d'ailleurs, pas marxistes, pas assez marxistes, va finalement emporter l'appareil, si tant est qu'il y en ait un, de la Ligue, un tout petit appareil. Le tout petit appareil, de façon à faire un nouveau parti, ou est-ce que c'est encore un coup de ces affreux trotskistes, dont on connaît la ténacité, etc., qui vont par derrière récupérer et refaire un gros parti trotskiste. En gros, c'est ça que ça voulait dire. Et la question est assez, reste ouverte d'une certaine façon. Reste ouverte. Moi, j'ai bonne confiance que le mini-appareil existant soit incapable de juguler les forces qui se présentent. Et qu'il faut justement que ces forces y aillent. Ceux qui font les réticents au nom d'eux, on a la trouille des trotskistes, ce qui est tout à fait légitime. Je pense que la bonne réponse, c'est qu'il faut y aller pour les paralyser. Voilà. C'était donc ça la tribune. Je crois, c'est ce dont je me souviens, mais je l'ai perdu, je l'ai pas vu. Quel talent quand même. Moi je veux bien dire comment on l'a comprise et puis comment on en a discuté dans le collectif d'animation nationale du nouveau parti qui est toujours pas fondé puisqu'il verra le jour fin janvier, mais en tous les cas depuis la fin du mois de juin, après la réunion nationale des collectifs, il y a ce collectif d'animation qui est finalement l'expression des comités locaux, dans lequel il y a à peu près 70 personnes. À la base, il devait y avoir, pour rassurer tout le monde, en gros la moitié LCR, la moitié qui n'y est pas, et en vérité, les militants de la LCR sont extrêmement minoritaires dans ce collectif d'animation. Donc on a eu un point, comme sur d'autres sujets au collectif d'animation, et l'idée c'est par exemple qu'il y ait une rencontre collective en tant que telle entre les signataires de la tribune et une délégation du collectif d'animation nationale pour continuer les discussions. Donc nous, moi je l'avais compris en gros aussi comme ça, cette tribune-là, même si je ne pensais pas qu'on faisait aussi peur, mais bon, je pense que, blague à part, évidemment, il y a l'idée de dépasser finalement tous les a priori liés au passé pour des bonnes ou des mauvaises raisons, quelles que soient les expériences. La discussion elle se pose avec vous, signataires de la tribune, avec d'autres courants politiques, etc. Donc nous, la réponse globale qu'on a, c'est de dire qu'à un moment donné, il n'y a que par la pratique qu'on arrivera à dépasser un certain nombre soit de malentendus, soit de vrais désaccords, mais qu'en tous les cas, il n'y a qu'en tentant qu'on pourra éventuellement y parvenir. Donc moi, je crois que c'est intéressant, c'est de s'arrêter 30 secondes quand même sur le fait que déjà, on n'en est plus à l'étape du énième projet de recomposition politique, que là, maintenant, c'est plus une idée, c'est devenu une réalité, quoi, hein, voilà. Et que dans cette réalité, dans ce processus, je crois qu'il y a deux choses qui sont en train de fonctionner, qui ne sont pas du tout contradictoires, qui peuvent être complémentaires, mais je crois que c'est justement tout l'enjeu. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté une aspiration à une nouvelle représentation politique chez pas mal de militants syndicalistes associatifs,
sur des bases en gros lutte de classe, radicale, anti-système, au singulier ou au pluriel, voilà, mais c'est l'idée on lutte et il nous manque quelque chose pour aller plus loin. Et puis d'un autre côté, ce qui est aussi la nature du nouveau parti qu'on veut construire, c'est un nouvel outil pour un nouveau programme, avec une logique de refondation programmatique, en partant de l'idée qu'en effet aucun courant révolutionnaire à lui seul peut prétendre avoir fait la synthèse de toutes les expériences révolutionnaires du passé, que du coup nous dans ce cadre-là, les gages qu'on a donnés au niveau de la LCR, j'entends, c'était de dire que il ne s'agissait pas pour nous de faire un parti trotskiste de plus, puisque on ouvrait dans cette démarche de refondation programmatique à des militants, à des courants issus d'autres histoires que les nôtres. Alors au niveau force structurée, organisée nationale, et ça on l'avait annoncé dès le départ, c'est vrai qu'on est la seule force organisée, la Ligue. Donc on ne s'est pas caché derrière notre petit doigt, mais en même temps, enfin, moi je suis surpris de voir à quel point, même au collectif d'animation nationale, il y a déjà des militants qui ont une histoire qui n'est pas du tout celle de la Ligue. Il y a des militants de tradition libertaire, qui viennent même du syndicalisme révolutionnaire pur sucre, pur fruit. C'est même assez surprenant qu'ils soient là à ce niveau-là et inscrits dans le processus. Il y en a qui viennent de l'écologie radicale, il y en a qui peuvent venir du PC, d'autres de toute la mouvance antilibérale, collectif antilibéraux, d'autres qui viennent de courants de lutte ouvrière. Enfin tout ça c'est assez surprenant et avec la volonté d'essayer d'aboutir à quelque chose. Alors, tout le problème c'est comment on fait la jonction entre ces deux mouvements-là. Voilà. Et ça rejoint un peu ce que tu disais sur la formation notamment, c'est-à-dire que moi je pense que la question du contenu politique, du programme, des idées stratégiques, elle va être centrale, et que pour y répondre, il ne va pas falloir qu'on mette d'un côté ceux qui veulent discuter contenu, programme, idées, et de l'autre ceux qui sont dans l'idée d'une nouvelle représentation politique. Et si on veut essayer de donner un minimum de cohérence à tout ça, il faut à la fois qu'on soit capable de faire de la formation, parce que je crois qu'il y a une demande pour ça, voilà, sur les idées marxistes, sur les idées libertaires, sur toutes ces idées-là, et puis de l'autre côté, assumer un débat contradictoire sur un certain nombre d'idées, en laissant ouvert un certain nombre de choses, parce que de toute façon, l'idée c'est pas de se mettre d'accord sur tout dès le départ, mais en tous les cas de confronter ces idées-là. Donc l'idée, je termine là-dessus, générale pour nous, s'il faut vraiment essayer de redonner des garanties, c'est l'idée de bien comprendre que je pense, enfin peut-être que c'est trop tôt pour le dire, mais à mon avis en majorité, ceux qui viennent sont plutôt sans parti, donc plutôt vierges d'un héritage politique, en tous les cas au sens partidaire du terme, qui a en même temps la place pour des militants d'autres organisations ou d'autres histoires, d'autres courants, et que dans ce cadre-là, quand on regarde dans le rétroviseur, on s'est dit qu'on voulait prendre le meilleur des traditions du passé. Toutes les traditions, y compris celles de la LCR, parce qu'on est quand même convaincu que d'un point de vue programmatique, contenu, y compris pratique, parce que, voilà, je pense que, mine de rien, on a ça aussi pour nous, il y a quelque chose à puiser. Et peut-être que ça, c'est de l'autre côté du miroir qu'on le voit, mais pour nous, l'idée de réussir à faire basculer toute la LCR, tout son courant dans ce projet-là, et de le faire jusqu'au bout, c'est pas forcément une mince affaire non plus. Donc pour ça que chacun va midi à sa porte, c'est normal. Mais, je pense que pour répondre très clairement sur ce sujet-là, c'est-à-dire forme parti, pas parti, moi j'ai été surpris de voir à quel point pour l'instant c'est pas un point de blocage dans le processus. Alors que je m'attendais à un paquet d'engueulades que je voyais venir justement toutes les discussions un peu issues de la période précédente. Je pense que la discussion, il faudra qu'on continue à l'avoir, mais bizarrement, enfin c'est même pas bizarre, d'ailleurs c'est plutôt rassurant, on l'a par le biais pratique. Plutôt que de s'engueuler de savoir si c'est un parti, une force, un mouvement, on se met d'accord sur le fait qu'on a besoin d'un outil politique, l'idée globale, et après on est en train d'aborder la discussion plus sous l'angle concret et pratique. C'est-à-dire quel type de fonctionnement, c'est-à-dire est-ce qu'on laisse la place à des groupes d'affinités, est-ce qu'on laisse la place à des interventions liées à des secteurs particuliers, à des zones géographiques, et pour l'instant comme on est dans un processus, les choses se font un petit peu, enfin les choses se font sans être décrétées en vérité, elles se font spontanément, donc il y a des groupes d'affinités qui se créent, par exemple des militants qui étaient liés à l'intervention sur la précarité, qui se sont mis ensemble, qui ont fait un appel, et puis voilà, qui apportent leur propre contribution, d'autres qui se retrouvent sur une localité, d'autres sur des entreprises, et puis sur le plus long terme, aborder les discussions sur comment on fait pour avoir une rotation des directions, qu'on n'ait pas les mêmes systématiquement en place, combien de mandats, quel système de permanentat, enfin je veux dire, pour l'instant, on l'a par ce biais-là. Alors je ne dis pas que c'est forcément la meilleure, mais je pense que de toute façon, il y a eu là aussi dans la séquence précédente des grandes discussions assez théorisées finalement,
parce que finalement le capitalisme voulait ça et les mouvements de résistance voulaient ça. Sur parti, pas parti, mouvement social, rapport aux organisations, aux institutions, réseau, pas réseau. Je crois qu'il va rester là aussi, sans faire de démago, mais je pense on va assez pragmatiquement essayer de tirer le meilleur de ce qu'il y a eu dans cette séquence-là. Donc je pense que dans tout ce qui était fonctionnement trop horizontal, je pense qu'il y a une aspiration en effet au contrôle par la base, au contrôle démocratique, avoir aussi un minimum de fonctionnement par réseau. De fait, on l'a testé par la pratique dans les mouvements sociaux, dans le mouvement altermondialiste, même dans certains secteurs du mouvement syndical. Donc ça ne va pas se perdre. Pour ceux et celles qui viennent de ces expériences-là, je pense que c'est quelque chose qui va rester. En revanche, il y a une discussion qui est extrêmement présente. Il y a une discussion qui est extrêmement présente et auquel là on ne peut pas couper, c'est le rapport entre le mouvement social et les outils politiques. Alors ça, pour le coup, on l'a. Et on l'a directement, immédiatement. On l'a parce qu'il y a les mauvais souvenirs. Hein. Il y a pas mal de militants de la CGT, par exemple, d'autres organisations, mais qui viennent en disant « nous, on ne veut pas que le syndicat soit la courroie de transmission du parti politique, donc on veut l'autonomie, avec ce que ça implique derrière. » Donc là aussi, relire ce qui était peut-être la charte d'Amiens avec une certaine lecture, en tous les cas qui n'était pas une lecture réformiste et qui ne l'a jamais été pour nous, mais de comprendre que dans le mouvement social, dans le syndicalisme, il y a de la politique au bon sens du terme, et que, à l'inverse, il y a aussi de la place pour une intervention politique globale, y compris dans les entreprises. Et pas simplement à l'extérieur, parce qu'il y a aussi un mouvement qui consiste à dire je vais continuer à faire du syndicalisme dans l'entreprise, mais je veux faire de la politique, mais de la politique en dehors de l'entreprise. Donc l'idée c'est d'avoir un rapport complémentaire et dialectique entre les deux. Et cette discussion, par contre, on l'a frontalement beaucoup plus que ce que je pensais qu'on aurait, lié aux nouvelles expériences des nouvelles générations militantes sur réseau, pas réseau, etc., etc. Parce que là aussi, je crois que par la pratique, il y a un certain nombre de trucs qui sont dépassés, quoi. Donc ça aussi, ça reste un chantier ouvert, évidemment, mais sur lesquels on n'a pas de réponse clé en main, c'est évident, mais qu'on n'a pas, comme nous, on pouvait s'y attendre, pour l'instant, en tous les cas. Alors, je pense, si vous voulez, que ce qui s'est passé dans le domaine de la culture depuis 20 ans est la conséquence de ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce qui est très important, c'est le management. C'est que la culture du management est devenue la culture des élites internationales. Ce qui fait d'ailleurs que ce que décrivait Bourdieu il y a 40 ans, qui était vrai, hein, qu'un haut fonctionnaire parlait bien avec un patron parce qu'ils avaient appris ensemble Racine chez les jésuites, c'est relativement fini, parce que c'est ça la mondialisation, c'est qu'il faut parler non pas avec un bourgeois de Bourgogne, mais il faut parler avec un Indien. Et la culture du management est devenue la culture centrale. Le management est très efficace. Une des erreurs de la gauche critique est de ridiculiser le management et de ne pas croire à ce que ça fait des choses. Et dans le domaine de la culture, si vous voulez, la culture vivait dans des zones d'autonomie temporaire, si je puis dire. Moi, j'ai connu ça dans les années 70. Il y avait bien un pouvoir d'État. La culture était entièrement subventionnée. Elle a été entièrement subventionnée, en gros, depuis 50 ans, quoi. Mais c'était pas un pouvoir très habile, qui pouvait pas aller bien loin. Si vous voulez, une des caractéristiques du pouvoir des États autoritaires à l'ancienne, c'est qu'il est nul, quoi. Même dans les pays socialistes, il était nul. Sinon, il n'y aurait pas eu Tarkovsky, il n'y aurait pas eu, vous voyez, on peut le tromper, il ne va pas y voir, il y a des passe-droits. Bon. Tandis que je pense qu'aujourd'hui, les techniques de contrôle que l'État a apportées du management, et évidemment de l'informatique, sont infiniment plus performantes. Ce qui fait que la contrainte et l'absence de liberté est, je pense, beaucoup plus grande aujourd'hui qu'il y a 30 ans. On vous dira, par exemple, je ne sais pas si c'est vrai, mais que, effectivement, si vous voulez, le capitalisme armé du management est plus efficace que l'autoritarisme pour mettre au pas la culture. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Ben, il se passe que, effectivement, les gens qui gèrent se sont aperçus que c'était une entreprise mal gérée, la culture, qu'il y avait partout des gars qui faisaient on ne savait pas trop quoi. Moi, j'ai connu l'INSEE, parce que je travaillais avec Thévenot et Desrosières à la fin des années 70, début années 80 encore, juste avant la reprise en main. Ben, c'était des gens super, mes copains étaient super forts. Ils faisaient le boulot de l'INSEE en 2 heures par jour. Le reste du temps, ils faisaient de la politique, de la psychanalyse, de la sociologie, de l'histoire, tout et n'importe quoi. Les chefs n'osaient plus rentrer dans leur bureau parce qu'ils étaient ridiculisés, ou alors ils draguaient, ou bon. Et puis ça a été terminé à partir d'ailleurs de certains d'entre eux qui ont compris qu'il fallait changer pour monter dans les hiérarchies, etc. Et parce que les techniques ont permis d'évaluer la productivité de chaque personne, dans la culture aussi. Mais évidemment, le problème, si vous voulez, c'est que ça produit ce que ça doit produire. Ça produit de la culture plutôt uniformisée et plutôt moyenne. Et c'est tout à fait, ça produit de la science normale en recherche, et c'est tout à fait contraire aux conditions de réelle innovation. Moi, je le vis tous les jours à l'école des hautes études, c'est ça qui se passe à l'école des hautes études, comme ailleurs, comme au CNRS, etc. Et donc, si vous voulez, un objectif, à mon sens, c'est vraiment de militer, au fond, de façon, comment dire, dans un élitisme populaire, de militer pour que se refassent des zones avec des privilèges, où on ne va pas y regarder de trop près. Pas des privilèges éternels, mais qu'on fiche la paix aux gens qui font des chansons, qui font de la poésie, qui font de la musique, qui font de la recherche, qu'on ne soit pas tout le temps à évaluer lisez pour le... Alors là, c'est pas l'État, mais lisez le livre d'Éric Vigne sur ce qui s'est passé dans l'édition. C'est absolument passionnant, parce que c'est exactement le même processus. Éric Vigne, c'est mon éditeur chez Gallimard, il décrit comment s'est fait l'écrasement, pas du tout de façon autoritaire, on est tous libéraux, l'écrasement des conditions de possibilité d'œuvres indépendantes et nouvelles. Simplement à partir de formats comptables. Moi, je connais beaucoup de jeunes, y compris très diplômés, y compris HEC, ESSEC, ce genre de trucs machin, qui ont fait une expérience en entreprise et qui simplement n'ont pas supporté. J'ai une de mes étudiantes comme ça qui vient d'une grande école de commerce, qui travaille maintenant sur une filière de coton équitable entre le Brésil et la France. Elle suit toute la filière, c'est vachement passionnant, avec tous les coûts de transaction à chaque étape. Elle m'a dit, quand même j'étais étonné, elle m'a dit si j'étais resté là-dedans, je me serais tué. Et je pense que le nombre de jeunes qui ne supportent plus la discipline d'entreprise, qui trouvent simplement ça idiot, un peu ce qui avait été ressenti dans les années 60-70 autour des mouvements hippies, etc., il est énorme. Simplement, si vous voulez, moi je pense que le désir de révolte est très très grand. Mais le problème de la révolte, d'abord c'est qu'elle est dangereuse, et qu'elle est de plus en plus dangereuse à mon avis, parce que les systèmes de contrôle étatiques sont incroyablement plus grands que ce qui s'était après 68. Et d'autre part, si vous êtes seul, vous êtes fou. Un révolté solitaire n'est pas distinguable d'un fou. Et il est donc très important de faire communiquer l'information, de dire au gars qui n'a pas supporté la contrainte d'entreprise chez Ron Poulenc, ou c'est je sais pas quoi, ou chez Bolloré, qu'il y en a un autre qui ne l'a pas supporté non plus et que c'était la même à tel endroit, puis qu'il y en a un autre qui lui est un prof et qui ne le supporte pas non plus. Et donc, je pense que la mise en communication d'expérience et de refus et de techniques mises au point par les gens pour tourner
la contrainte est tout à fait centrale. Il va bien y avoir des choses qui vont être inventées. Si vous voulez, en histoire sociale, il y a toute une histoire sociale très intéressante, des techniques qui ont été inventées dans les usines pour tourner le taylorisme. Il y avait toute une culture de résistance au taylorisme qui faisait marcher le taylorisme, parce que le taylorisme ne marchait pas, parce qu'il était impossible de construire des choses efficaces simplement avec des ingénieurs faisant des plans et définissant des règles et des travailleurs en train de tourner leur truc, selon le bon principe de Wittgenstein que personne ne peut agir en suivant une règle. Et donc si les travailleurs n'avaient pas été là à la fois pour se créer des espaces de liberté et adapter les règles, il n'y aurait même pas eu de produit. Bon. Et donc je pense qu'il est très important de faire confiance à l'inventivité des gens, comme on disait au PC autrefois, des gens, de soutenir cette inventivité, de soutenir cette expérience. C'est beaucoup plus important, à mon avis, actuellement, que de dessiner un programme clé en main. Ça, c'était Philippe m'avait dit ça, il avait tout à fait raison. Quand on critique le capitalisme, les braves gens vous disent « Ah, mais il n'y a pas d'alternative, donnez-moi une alternative ». Mais toutes les révolutions qu'il y a eu depuis 200 ans, il n'y a jamais eu d'alternative clé en main. L'alternative, elle naît de la révolte. Et donc, je pense que c'est très très important, que ça peut être un rôle central d'un parti actuellement, ou d'une organisation, de socialiser la révolte, de socialiser ce qui est le sentiment que la réalité est inacceptable, socialiser les expériences que les uns et les autres font dans leur coin, qui va depuis du détournement, des expériences qui pour une bonne part sont illégales. Je pense qu'il faut réfléchir sur la question de la légalité, de l'illégalité. Moi, personnellement, je suis non-violent. Hein. Donc, l'illégalité ne veut pas dire du tout forcément casser du flic. Mais ça veut dire réfléchir à ce que c'est qu'une règle dans le monde où nous sommes. On le voit très bien avec la crise actuelle. Je pense personnellement, j'essaie de reconstruire une idée de la classe dominante autour de la question de la règle. Avec dans l'idée, au fond, ce qui caractérise la classe dominante, c'est qu'elle est composée de gens qui tournent tout le temps les règles, qui sont très très libres par rapport aux règles, et qui peuvent le faire parce qu'ils pensent qu'ils incarnent l'esprit de la règle. Mais pour les autres, ils doivent y obéir comme si c'était, j'allais dire parole d'évangile, mais parole d'évangile ne se présente pas comme une règle, comme si c'était le règlement de l'école primaire. Ils doivent y obéir comme des enfants. Et ça, c'est une asymétrie absolument fantastique. Regardez actuellement la façon dont ils essaient de se sortir du guêpier financier en tournant toutes les règles. C'était des règles, mais du jour au lendemain, c'est plus des règles. Et donc, je pense que ça doit donner quand même une certaine liberté à l'égard de la fameuse séparation qui maintenant revient tout le temps dans la bouche des politiques de droite entre légalité et illégalité. Qu'est-ce que c'est que l'illégalité ? Et je pense que beaucoup de gens expérimentent maintenant cette frontière et qui doivent être soutenus. Parce que sinon, c'est des délinquants ou des fous. Et le rôle d'un collectif révolutionnaire, c'est pas tellement de prendre le pouvoir pour l'instant, parce que le pouvoir, on ne sait pas bien où il est quand même. Les zapatistes ont raison là-dessus. Et sans doute, ça n'est pas prendre le pouvoir d'État, d'abord parce que c'est pas très réaliste, et comment dire, que l'exemple du Parti communiste a montré que c'était pas très sain de se présenter comme un parti visant la prise du pouvoir par les urnes, alors que le désir principal était surtout de ne pas avoir le pouvoir sur l'État. Donc je pense que là, il faut une certaine vérité. Mais il y a des tas de pouvoirs à prendre, évidemment, parce que le pouvoir, il n'est pas un, y compris par les urnes. Et surtout, socialiser le sens de l'injustice et les expériences qui sont mises en œuvre pour
Mais je pense qu'on a assisté depuis 30 ans, et que là encore Giscard a été un des premiers à vraiment le sentir. On va retirer le portrait de Marx, on va mettre Giscard dans la liste. Qui a été un changement de régime politique très profond, où on a gardé une surface démocratique de vote, etc., mais où largement les instances chargées de dire ce qui est, c'est-à-dire les institutions, n'ont plus été des instances élues, comme des députés, mais ont été des experts prenant appui sur les sciences dites exactes et de plus en plus sur les sciences sociales. C'est pour ça que je me méfie énormément des sciences sociales, je vois qu'au niveau des militants, il y a une révolte maintenant contre les sciences sociales qui me gêne dans mon travail et qui m'ennuie, mais que je comprends tout à fait, parce que je pense que l'économie en premier lieu, mais également la sociologie et la démographie, sont devenues les instances principales de soutien du pouvoir. Et d'un pouvoir se donnant tous les dehors de la nécessité. Bien sûr qu'on voudrait, on n'est pas méchant, bien sûr qu'on est triste de voir rejeter au désert où ils crèvent tous ces pauvres Africains, mais il y a les lois de l'économie. Bien sûr, on est désolé que les retraités se pendent, parce que... Mais il y a les lois de l'économie. Et donc, si vous voulez, la nécessité économique et les nécessités sociologiques sont devenues tout à fait centrales. Alors pour moi, un expert, là j'écris là-dessus en ce moment, un sociologue expert, c'est quelqu'un qui n'interroge pas le cadre, qui est à l'intérieur et à qui on pose un problème d'accrochage entre deux variables. Par exemple, le travail des femmes et les taux de natalité. Il a l'œil sur le guidon, il regarde ça. Sortir de l'expertise, c'est prendre une position d'extériorité pour mettre en cause, interroger le cadre, c'est-à-dire considérer que l'ensemble de la réalité est arbitraire. Bien sûr qu'elle ne l'est pas, mais dans un premier temps, considérer qu'elle pourrait être autre. Si vous voulez, et là, les sociologues peuvent être vraiment utiles. Parce que je pense que le problème politique principal actuellement, c'est que cette politique de l'expertise a réussi et que un très grand nombre de gens sont écrasés par la réalité, écrasés par leur croyance dans la réalité. Leur croyance, ils n'y croient pas vraiment, mais elle est là, écrasée par la réalité. Quand on fait des enquêtes dans les entreprises et qu'on entend des ouvriers dire oui, moi je risque d'être viré, et puis oui, c'est très dur, on est dans le juste à temps, et le soir il faut attendre pour qu'on remplisse les camions. Mais mon patron aussi, il peut être viré, il n'est pas en meilleure position que moi, parce qu'il y a la contrainte. Bon. C'est terrible, c'est terrible. Et donc, une politique, une bonne utilisation des intellectuels, c'est pas un rôle d'expertise, c'est pas un rôle de contre-expertise, c'est un rôle de mise en cause des cadres sacro-saints, des cadres comptables, des cadres conceptuels qui servent à l'expertise. Et c'est un rôle de mise en cause de la toute-puissance de la réalité. C'est pour ça que moi je suis tout à fait au fond, converti à l'idée classique en sociologie de construction sociale de la réalité, à condition, évidemment, de bien avoir en tête que la réalité n'est pas le monde. Et que, précisément, le rôle d'un parti révolutionnaire, c'est d'aider les gens à aller puiser dans le monde, qui est, comme dit Wittgenstein, tout ce qui arrive, dans leurs expériences, dans ce qu'elles ont de difficile à dire, précisément parce qu'elles n'ont pas été formatées dans la réalité, d'aller chercher des exemples pour faire basculer, pour mettre en cause la réalité, pour la rendre moins solide. Et donc pour montrer qu'elle peut être changée. Quand vous regardez l'histoire du mouvement féministe, c'est exactement comme ça que ça a été fait. Y compris du mouvement homosexuel d'ailleurs. C'était en dehors de la réalité. Et ça passe largement par les artistes, par les poètes, par les gens qui font du théâtre, par les écrivains,
parce que ce sont des gens qui ne sont pas soumis à une exigence de cohérence et de justification. Donc ils peuvent amener à l'expression des expériences qui jusque-là simplement étaient de l'ordre de la déviance, de la folie, etc. Et ça c'est très important. Ça c'est très important. Et donc, si vous voulez, des intellectuels et des sociologues, par exemple, puisque c'est mon métier, peuvent faire ça. Mais à mon idée, il ne faut jamais leur donner une once de pouvoir. Il ne faut jamais donner de pouvoir aux intellectuels. Parce que les intellectuels, ils ont la folie de croire à ce qu'ils racontent. Et de s'identifier à ce qu'ils racontent. Donc j'imagine qu'un bon politique, moi j'ai jamais fait de politique, je ne sais pas trop comment on fait, mais j'imagine qu'un bon politique, c'est un gars qui y croit qu'à moitié quand même. Les intellectuels, comme ils y croient dur comme fer, quand vous leur donnez du pouvoir, ils deviennent des terreurs. Moi, je sais que si les gens avec qui je me suis opposé en sociologie avaient eu du pouvoir, mais j'aurais été collé au mur depuis longtemps. C'est heureusement qu'il n'y a pas de pouvoir. Donc il ne faut jamais les intégrer avec un quelconque pouvoir. Là, je me différencie beaucoup de Bourdieu là-dessus, qui croyait au fond à un pouvoir intellectuel. C'est le plus grand danger. Il faut qu'ils fassent leur boulot d'intellectuel. Et leur boulot d'intellectuel, c'est de fournir des descriptions et des langages de description dont d'autres pourront se saisir pour mettre en cause la réalité. Sans donner de pouvoir à qui que ce soit, parce que je pense que n'importe qui, intellectuel ou pas, qui l'a entre les mains à lui seul, ça peut produire le pire, mais qui au moins un rapport, enfin nous dans le nouveau parti qu'on veut construire, l'idée c'est qu'il y ait un rapport militant qui soit donné sur le terrain des idées, de la réflexion, du langage, pour décrypter la réalité, en proposer une autre, et je pense que ce qu'on essaie de faire là-dessus, ce serait important que ça donne des idées à d'autres et que ça fourmille un peu à ce niveau-là, parce que c'est aussi une attente, hein, même dans ceux qui viennent, dans la réalité politique qu'on essaye de construire. Je pense que ce qui a manqué à la gauche radicale à un moment donné, c'est, alors pas des luttes contre-expertise, j'ai bien compris, parce qu'il ne faut pas appeler ça comme ça, mais mine de rien, ça manque. C'est-à-dire que dans la bouche d'un syndicaliste... C'est l'information. Voilà. Mais dans la bouche d'un syndicaliste un peu lambda, il appellera ça contre-expertise, il ne faudra pas le prendre mal, mais c'est l'idée qu'il y ait un point d'appui sur l'analyse, les mots, le langage, et ça a manqué cruellement dans tous les combats qu'on a eus. Je veux dire, on a eu une petite bouffée d'oxygène dans un domaine très particulier qui était celui de la mobilisation des retraites en 2003, quand à l'époque Copernic avait fait là pour le coup un contre-rapport, une contre-expertise, mais je sais que là, dans les assemblées générales, tout le monde s'en servait. Et à un moment donné, pour donner du crédit à une action, à un propos, il y a ça. Donc je pense que c'est ça que le dénouement, c'est aussi, enfin nous, la façon d'envisager les choses, c'est un rapport militant. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas chacun dans son coin et qu'on puisse aboutir, y compris sur la définition, là, sur des choses concrètes, immédiates maintenant, et puis sur des sujets plus sur le long terme, sur ce qu'on discutait, ce qu'est le nouveau sujet révolutionnaire, etc. Donc nous, on a intérêt à... Et je crois que pour la première fois, il y a une petite attente en plus, parce qu'à gauche, on a quand même un parti dominant qui malgré tout, dans le désert actuel, arrive à prendre quelques initiatives, c'est le PS, et je pense que là aussi, il y a l'aspiration à ce que, du point de vue des idées, il y ait quelque chose d'autre qui émerge, quoi. Et on part de l'idée quand même qu'il y a moyen. Comme ça là, mais. Sur le marxisme. Sur le marxisme. Ben je suis plutôt. Je suis en partie pour. C'est-à-dire que ça dépend. C'est bon, la garde. En tant C'est tout ce qu'il nous fallait. En tant que sociologue, j'ai l'habitude quand même de grappiller un peu partout. Hein. Donc je pense que c'est impossible de se passer un non-marxiste absolu, c'est un idiot simplement. Mais je pense qu'un marxiste absolu, c'est un idiot aussi, quoi. Si tant est que ça existe. Et que dans le marxisme, il y a une contradiction très importante, qui est qu'il y a quand même deux projets. Il y a un projet de libération issu des Lumières, et il y a un projet scientifique positiviste
du XIXe siècle. Et je pense que beaucoup de problèmes viennent de l'accrochage entre les deux projets. Et je suis contre tout à fait, en tout cas, l'idée d'avant-garde. Je suis contre l'idée de science de l'histoire qui permettrait, qui n'est pas l'idée de Marx, hein, mais disons, je suis contre la forme de marxisme qui s'est mis en place autour de l'idée d'avant-garde, qu'il y aurait des gens qui auraient un niveau de conscientisation supérieur parce qu'ils connaîtraient une science de l'histoire et qui leur permettrait de dire aux pauvres cloches ce qu'ils doivent faire et ce dont ils sont capables. Ça, non. Ça, je crois pas. Je crois beaucoup plus Alors j'ai une étudiante, parce que moi, le peu que j'apprends par mes étudiants, qui est libertaire et qui travaille sur le rapport entre la pensée libertaire et le pragmatisme de Dewey notamment. Et cette idée, qui est une idée qu'on a défendue avec Philippe depuis longtemps, que les gens ont une compétence quand même, et qu'ils ont un sens de la justice, et qu'il faut travailler en boucle. Il ne s'agit pas seulement d'être l'interprète des Marx, etc., mais qu'il faut travailler en boucle, ça c'est le rôle de l'intellectuel, travailler en boucle à élaborer, à donner des formulations, cette compétence, mais pas à être le professeur je sais tout. C'était un problème et des socialistes et de la droite maintenant, parce que là, la droite croit encore plus à la nécessité absolue de l'économie néolibérale que la gauche marxiste à l'ancienne croyait à la nécessité absolue de l'histoire marxiste. Et donc c'est un manque de communication. On n'a pas su vous expliquer, parce que si on savait vous expliquer, ça tomberait sous le sens, et vous, évidemment, vous le reconnaîtriez aussitôt. Non, ça non. Ça, le parti prof qui sait tout, moi j'y vais pas. On ne sait pas. Et heureusement qu'on ne sait pas. J'étais en train de penser à une citation de Coluche. Coluche Sur la politique, la moitié des hommes politiques sont des moins rien, oui. Et que l'autre moitié sont prêts à tout. C'est ça. Mais je pense qu'on a assisté depuis 30 ans, et que là encore Giscard a été un des premiers à vraiment le sentir. On va retirer le portrait de Marx, on va mettre Giscard dans la liste. Qui a été un changement de régime politique très profond, où on a gardé une surface démocratique de vote, etc., mais où largement les instances chargées de dire ce qui est, c'est-à-dire les institutions, n'ont plus été des instances élues, comme des députés, mais ont été des experts prenant appui sur les sciences dites exactes et de plus en plus sur les sciences sociales. C'est pour ça que je me méfie énormément des sciences sociales, je vois qu'au niveau des militants, il y a une révolte maintenant contre les sciences sociales qui me gêne dans mon travail, ce qui m'ennuie, mais que je comprends tout à fait, parce que je pense que l'économie en premier lieu, mais également la sociologie et la démographie, sont devenues les instances principales de soutien du pouvoir. Et d'un pouvoir se donnant tous les dehors de la nécessité. Bien sûr qu'on voudrait, on n'est pas méchant, bien sûr qu'on est triste de voir rejeter au désert où ils crèvent tous ces pauvres Africains, mais il y a les lois de l'économie. Bien sûr, on est désolé que les retraités se pendent, mais il y a les lois de l'économie. Et donc, si vous voulez, la nécessité économique et les nécessités sociologiques sont devenues tout à fait centrales. Alors pour moi, un expert, là j'écris là-dessus en ce moment, un sociologue expert, c'est quelqu'un qui n'interroge pas le cadre, qui est à l'intérieur, et à qui on pose un problème d'accrochage entre deux variables. Par exemple, le travail des femmes et les taux de natalité. Il a l'œil sur le guidon, il regarde ça. Sortir de l'expertise, c'est prendre une position d'extériorité pour mettre en cause, interroger le cadre, c'est-à-dire considérer que l'ensemble de la réalité est arbitraire. Bien sûr qu'elle ne l'est pas.
mais dans un premier temps, considérer qu'elle pourrait être autre. Si vous voulez, et là, les sociologues peuvent être vraiment utiles. Parce que je pense que le problème politique principal actuellement, c'est que cette politique de l'expertise a réussi et que un très grand nombre de gens sont écrasés par la réalité, écrasés par leur croyance dans la réalité. Leur croyance, ils n'y croient pas vraiment, mais elle est là, écrasée par la réalité. Quand on fait des enquêtes dans les entreprises et qu'on entend des ouvriers dire oui, moi je risque d'être viré, et puis oui, c'est très dur, on est dans le juste à temps, et le soir il faut attendre pour qu'on remplisse les camions. Mais mon patron aussi, il peut être viré, il n'est pas en meilleure position que moi, parce qu'il y a la contrainte. C'est terrible, c'est terrible. Et donc, une politique, une bonne utilisation des intellectuels, c'est pas un rôle d'expertise, c'est pas un rôle de contre-expertise, c'est un rôle de mise en cause des cadres sacro-saints, des cadres comptables, des cadres conceptuels qui servent à l'expertise. Et c'est un rôle de mise en cause de la toute-puissance de la réalité. C'est pour ça que moi je suis tout à fait au fond, converti à l'idée classique en sociologie de construction sociale de la réalité, à condition, évidemment, de bien avoir en tête que la réalité n'est pas le monde. Et que, précisément, le rôle d'un parti révolutionnaire, c'est d'aider les gens à aller puiser dans le monde, qui est, comme dit Wittgenstein, tout ce qui arrive, dans leurs expériences, dans ce qu'elles ont de difficile à dire, précisément parce qu'elles n'ont pas été formatées dans la réalité, d'aller chercher des exemples pour faire basculer, pour mettre en cause la réalité, pour la rendre moins solide. Et donc pour montrer qu'elle peut être changée. Quand vous regardez l'histoire du mouvement féministe, c'est exactement comme ça que ça a été fait. Y compris du mouvement homosexuel d'ailleurs. C'était en dehors de la réalité. Et ça passe largement par les artistes, par les poètes, par les gens qui font du théâtre, par les écrivains, parce que ce sont des gens qui ne sont pas soumis à une exigence de cohérence et de justification. Donc ils peuvent amener à l'expression des expériences qui jusque-là simplement étaient de l'ordre de la déviance, de la folie, etc. Et ça c'est très important. Ça c'est très important. Et donc, si vous voulez, des intellectuels et des sociologues, par exemple, puisque c'est mon métier, peuvent faire ça. Mais, à mon idée, il ne faut jamais leur donner une once de pouvoir. Il ne faut jamais donner de pouvoir aux intellectuels. Parce que les intellectuels, ils ont la folie de croire à ce qu'ils racontent. Et de s'identifier à ce qu'ils racontent. Donc j'imagine qu'un bon politique, moi j'ai jamais fait de politique, je ne sais pas trop comment on fait, mais j'imagine qu'un bon politique, c'est un gars qui y croit qu'à moitié quand même. Les intellectuels, comme ils y croient dur comme fer, quand vous leur donnez du pouvoir, ils deviennent des terreurs. Moi, je sais que si les gens avec qui je me suis opposé en sociologie avaient eu du pouvoir, mais j'aurais été collé au mur depuis longtemps. C'est heureusement qu'il n'y a pas de pouvoir. Donc il ne faut jamais les intégrer avec un quelconque pouvoir. Là, je me différencie beaucoup de Bourdieu là-dessus, qui croyait au fond à un pouvoir intellectuel. C'est le plus grand danger. Il faut qu'ils fassent leur boulot d'intellectuel. Et leur boulot d'intellectuel, c'est de fournir des descriptions et des langages de description dont d'autres pourront se saisir pour mettre en cause la réalité. Sans donner de pouvoir à qui que ce soit, parce que je pense que n'importe qui, intellectuel ou pas, qui l'a entre les mains à lui seul, ça peut produire le pire, mais qui au moins un rapport, enfin nous dans le nouveau parti qu'on veut construire, l'idée c'est qu'il y ait un rapport militant qui soit donné sur le terrain des idées, de la réflexion, du langage, pour décrypter la réalité, en proposer une autre, et je pense que ce qu'on essaie de faire là-dessus, ce serait important que ça donne des idées à d'autres et que ça fourmille un peu à ce niveau-là, parce que c'est aussi une attente, même dans ceux qui viennent dans la réalité politique qu'on essaye de construire. Je pense que ce qui manque, et ce qui a manqué à la gauche radicale à un moment donné, c'est, alors pas des luttes contre expertise, j'ai bien compris, parce qu'il ne faut pas appeler ça comme ça,
mais mine de rien, ça manque. C'est-à-dire que vrai. dans la bouche d'un syndicaliste... c'est l'information. Voilà. Mais dans la bouche d'un syndicaliste un peu lambda, il appellera ça contre-expertise, il ne faudra pas le prendre mal, mais c'est l'idée qu'il y ait un point d'appui sur l'analyse, les mots, le langage, et ça a manqué cruellement dans tous les combats qu'on a eus. Je veux dire, on a eu une petite bouffée d'oxygène dans un domaine très particulier qui était celui de la mobilisation des retraites en 2003, quand à l'époque Copernic avait fait là pour le coup un contre-rapport, une contre-expertise, mais je sais que là dans les assemblées générales tout le monde s'en servait, et à un moment donné pour donner du crédit à une action, à un propos, il y a ça, donc je pense que c'est ça que le dénouement c'est aussi, enfin nous la façon d'envisager les choses c'est un rapport militant, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas chacun dans son coin et qu'on puisse aboutir, y compris sur la définition, là, sur des choses concrètes, immédiates maintenant, et puis sur des sujets plus sur le long terme, sur ce qu'on discutait, ce qui est le nouveau sujet révolutionnaire, etc. Donc nous on a intérêt à... Et je crois que pour la première fois il y a une petite attente en plus, parce qu'à gauche, on a quand même un parti dominant qui malgré tout, dans le désert actuel, arrive à prendre quelques initiatives, c'est le PS, et je pense que là aussi il y a l'aspiration à ce que, du point de vue des idées, il y ait quelque chose d'autre qui émerge, quoi. Et on part de l'idée quand même qu'il y a moyen. La manière dont tu comme ça là, mais en mode beau. sur le marxisme. Sur le marxisme. Ben je suis plutôt. Je suis en partie pour. C'est-à-dire que ça dépend. C'est bon, la garde. En tant C'est tout ce qu'il nous fallait. En tant que sociologue, j'ai l'habitude quand même de grappiller un peu partout. Hein. Donc je pense que c'est impossible de se passer qu'un type, un non-marxiste absolu, c'est un idiot simplement. Mais je pense qu'un marxiste absolu, c'est un idiot aussi, quoi. Si tant est que ça existe. Et que dans le marxisme, il y a une contradiction très importante, qui est qu'il y a quand même deux projets. Il y a un projet de libération issu des Lumières, et il y a un projet scientifique positiviste du XIXe siècle. Et je pense que beaucoup de problèmes viennent de l'accrochage entre les deux projets. Et je suis contre tout à fait, en tout cas, l'idée d'avant-garde. Je suis contre l'idée de science de l'histoire qui permettrait, qui n'est pas l'idée de Marx, hein, mais disons, je suis contre la forme de marxisme qui s'est mise en place autour de l'idée d'avant-garde, qu'il y aurait des gens qui auraient un niveau de conscientisation supérieur parce qu'ils connaîtraient une science de l'histoire et qui leur permettrait de dire aux pauvres cloches ce qu'ils doivent faire et ce dont ils sont capables. Ça, non. Ça, je crois pas. Je crois beaucoup plus Alors j'ai une étudiante, parce que moi, le peu que j'apprends par mes étudiants, qui est libertaire et qui travaille sur le rapport entre la pensée libertaire et le pragmatisme de Dewey notamment. Et cette idée, qui est une idée qu'on a défendue avec Philippe depuis longtemps, que les gens ont une compétence quand même, et qu'ils ont un sens de la justice, et qu'il faut travailler en boucle. Il ne s'agit pas seulement d'être l'interprète des masses, etc., mais qu'il faut travailler en boucle, ça c'est le rôle de l'intellectuel, travailler en boucle à élaborer, à donner des formulations, cette compétence, mais pas à être le professeur je sais tout. C'était un problème et des socialistes et de la droite maintenant, parce que là, la droite croit encore plus à la nécessité absolue de l'économie néolibérale que la gauche marxiste à l'ancienne croyait à la nécessité absolue de l'histoire marxiste. Et donc c'est un manque de communication. On n'a pas su vous expliquer, parce que si on savait vous expliquer, ça tomberait sous le sens, et vous, évidemment, vous le reconnaîtriez aussitôt. Non, ça non. Ça, le parti prof qui sait tout, moi j'y vais pas. On ne sait pas. Et heureusement qu'on ne sait pas. J'étais en train de penser à une citation de Coluche. Coluche, Sur la politique, c'est les meilleurs. La moitié des hommes politiques sont des bons à rien, Oui. et que l'autre moitié sont prêts à tout.
C'est ça.